L'organisation du sommet de la francophonie et la situation sécuritaire dans l'Est sont là les sujets qui ont fait la une des journaux parus ce vendredi. Compte tenu de l'ambiance qui a caractérisé la journée de jeudi à Kinshasa, Forum des As affiche force alerte hier dans la capitale. Route bloquée, embouteillage monstre, policiers déployés, vérification faite, il ne s'agissait que du déploiement des forces de sécurité et des séances de répétition dans les cadres des préparatifs du sommet de la francophonie à Kinshasa. Entre-temps, le palmarès met en évidence le premier signal du discours de François Hollande à quelques jours de l'ouverture du sommet de la francophonie. Les quotidiens indiquent que la ministre déléguée à la francophonie, Madame Yamina Benguigui, a dit voir dans ses voyages l'occasion d'en finir avec la France-Afrique et de réparer les dégâts causés, selon elle, par les discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. L'Afrique a été humiliée et la France a aussi été humiliée par les discours de Sarkozy, a estimé Yamina Benguigui, et d'ajouter « il faut pouvoir apaiser les choses, apporter de nouveaux mots, avoir un nouveau langage et définitivement se débarrasser des oripeaux du colonialisme ». Définitivement, a-t-elle insisté. Toujours en rapport avec la francophonie, la prospérité nous informe qu'à jour J-7, Ndayouel a expliqué les chronogrammes de la francophonie à Matata. La consoeur enseigne que le chef du gouvernement Augustin Matata Pogno a eu ce jeudi 14 octobre à la primature une réunion d'évaluation en vue d'envisager les derniers réglages. À l'occasion, le Premier ministre a reçu toutes les assurances auprès du comité organisateur national du 14e sommet conduit par le commissaire général Isidore Ndayouel. Les travaux, a soutenu ces derniers, sont fort avancés. Au journal de compléter que le commissaire général a fait savoir que le village de la francophonie sera fonctionnel à partir du mardi 9 octobre. Sur un autre registre, le phare s'élance pour sa part dans une analyse critique plus ou moins outre mesure de la situation sécuritaire dans l'Est. Les confrères tirent la sonnette d'alarme sur l'histoire qui risque de se répéter en titrant « Les syndromes de 1996, l'Est de la République nous échappe ». Les rédacteurs de l'article de s'interroger si les Congolais sont-ils devenus naïfs au point de croire que des soldats étrangers adorent tellement leur pays qu'ils vont verser leur sang pour lancer la guerre de libération nationale contre les M23. Les leçons de la promenade de santé de l'AFDL d'Ouvira à Kinshasa en l'espace de 7 mois devraient réveiller les esprits qui sommeillent au niveau des décideurs politiques à Kinshasa. À scruter cette réflexion produite par ces tabloïds, il ne s'agit rien d'autre que d'une interpellation à l'autoprise en charge. La référence plus qui embraye sur les sujets nous annonce en manchette Goma, une fixation pour les M23, ce après 2 mois d'accalmie sur le front militaire. Hier matin, la société civile du Nord Kivu est montée au créneau pour exiger du gouvernement provincial du Nord Kivu des efforts supplémentaires pour endiguer cette montée de la criminalité, dixit les journaux. De son côté, la page estime que l'élite du Nord Kivu garde un silence coupable. L'hebdomadaire présente son inquiétude en ces termes. Curieusement, alors que la province fait face à d'innombrables questions provoquées par les pays voisins, que des personnes meurent quotidiennement sous les balles des rebelles, l'élite de la province du Nord Kivu s'éterre dans les silences. La consoeur de s'interroger sur la manière d'expliquer un tel comportement. Est-ce de la complicité ou simplement l'effet de manquer d'hommes charismatiques capables de hausser la voix au nom de tous ses compatriotes? Une chronique sportive pour terminer. Africa News signale en page intérieure Dieu merci Mbokani est entendu le 16 octobre devant la commission des litiges du parquet fédéral belge. Au revoir. L'enseignement en République démocratique du Congo est loin d'atteindre l'objectif éducation pour tous. En général, les élèves étudient dans des conditions très précaires. Le chiffre de l'éducation préscolaire formelle est resté stationnaire de 2001 à 2002 et puis de 2007 à 2008. Elle ne touche que 3% d'enfants de 3 à 5 ans scolarisés. Pour le professeur Okito, la situation dérisoire que présente l'enseignement congolais est due au découragement de l'enseignant qui n'a plus de considération auprès de la communauté. Nos enseignants menaient une vie aisée et ils étaient considérés dans la société. Mais après un certain temps, nous nous sommes rendus compte que la situation que l'enseignant éprouvait au départ avait complètement changé. Et si aujourd'hui l'enseignement présente une image un peu triste,
Et la première responsabilité revient à nos autorités gouvernementales. Parce que normalement, pour que un monsieur devienne ministre ou qu'il devienne député ou PDG, il doit d'abord passer par l'enseignement. Mais malheureusement, avec toutes les promesses qu'on nous fait depuis 2004, si je m'abuse, concernant ce que vous appelez communément les enseignants ne se retrouvent pas. Cela doit avoir des répercussions, n'est-ce pas, sur l'action pédagogique. Le professeur Okito lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités afin d'améliorer la situation salariale de l'enseignant. Demandons à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, qu'il puisse songer à améliorer la situation salariale des enseignants pour que l'action éducative aille de l'avant. Signalons que 6 objectifs et stratégies en vue de réaliser l'éducation pour tous d'ici 2015 ont été fixés par le Forum mondial de Dakar. Lorsque la nation est en danger, l'unité nationale commande que tous mettions ensemble nos intelligences et énergies pour sauver la République démocratique du Congo, patrimoine commun. C'est avec ces termes que Vital Kamerhe, président de l'UNC, a débuté sa déclaration politique. Une déclaration qui repose dans l'ensemble sur la situation des guerres dans les Kivu. Les parts des responsabilités sont partagées, d'où l'énumération des erreurs. Malgré la présence et les casques bleus au-dessus, donc de la communauté internationale, les milices interarmes et les militaires des FARC, parmi lesquels les responsables du génocide au Rwanda, ont traversé la frontière rwando-congolaise avec armes, munitions, argent et bagages, sans que l'ONU, qui pourtant en avait tous les moyens, ne les désarme et ne les sépare des autres civils qui n'ont pas pris part au génocide avant leur entrée sur le territoire congolais. Malgré les limites avérées des stratégies du Rwanda et de l'Ouganda, ceux-ci continuent à croire qu'ils peuvent résoudre les questions de sécurité de leurs pays respectifs face au déficit actuel du leadership congolais, la désorganisation de l'armée et la déliquescence de l'État congolais uniquement par la voie militaire, soit en intervenant directement ou en appuyant des groupes ou des rébellions congolaises. L'analyse serait incomplète si l'on ne soulignait les erreurs des acteurs politiques congolais qui, depuis 1960, ont créé des partis politiques confinés dans des cercles claniques, tribaux et provinciaux, sans vision et sans projet de société correspondant à la vision et à la vocation africaine et mondiale de la République démocratique. Vital Kamerhe ne s'est pas limité à énumérer des erreurs commises par tous, mais propose également un plan de sortie des crises. À l'instar de l'Afrique d'ici, d'après l'apartheid, la RDC devra tenir une grande rencontre de vérité et réconciliation. Sans exclusive, les pouvoirs de l'opposition politique, les mouvements armés, la société civile doivent y participer. Pour un plus grand débat national autour thème de référence ci-après, les causes et toute la vérité sur les guerres à répétition, à l'est du Congo. Les moyens d'y mettre un terme, la crise de légitimité, donc vérité des urnes, la restauration, la restructuration de la CENI, la restructuration du CESAC, la mise en place de la Cour constitutionnelle, la tenue des élections provinciales, municipales et locales. Il faut noter que cette déclaration politique a été faite en présence de plusieurs chefs des partis politiques de l'opposition et des représentants de la société civile. À la célébration de ses 20 ans d'existence, l'ONG Les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme a inauguré officiellement ses nouvelles installations situées sous l'avenue Victoire, ce somptueux immeuble de 2 étages. Collègues des services, membres des familles et les amis des amis de Nelson Mandela, notamment les journalistes, ont pris part active à cette courte manifestation et intime, mais cependant pleine de signification. Robert Ilunga, président des amis de Nelson Mandela, parle du contexte dans lequel ils organisent ce 20e anniversaire. Dans un contexte de joie et de tristesse. De joie d'abord parce que notre pays vient de recevoir le 14e sommet de la francophonie, où nous trouvons pour nous une occasion d'échange avec plusieurs partenaires qui viendront de différents pays du monde. Occasion pour Robert Ilunga de rappeler que son organisation a traversé des moments difficiles durant ces 20 ans. Parce qu'il y a une lutte qui a été menée par les défenseurs des droits de l'homme, pas seulement les amis de Nelson Mandela. Nous faisons partie de ceux qui ont lutté pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait respect des droits de l'homme. Ceux qui n'ont pas participé avec nous sont venus nous rejoindre et petit à petit, on est en train d'aménager le grand travail qui a été mené
dans des conditions tellement très compliquées. Cette cérémonie s'est clôturée par la visite guidée des bureaux conduite par la financière Marie-Thérèse et les chargés de la documentation d'ONA. Signalons par ailleurs qu'un MDH a été créé à Kisangani par l'action des bénévoles à l'issue de son assemblée constitutive du 4 octobre 1992 et a pour mission de sauvegarder le respect universel et effectif des droits et libertés fondamentaux. Le plus vaste et le plus ancien de l'Afrique centrale, considéré jadis comme l'une des attractions de la capitale Kinshasa, aujourd'hui le célèbre zoo n'est que l'ombre de lui-même. À l'absence du lion, ce sont des léopards, des oiseaux, des serpents, des crocodiles, des chimpanzés et les singes suscitent tant bien que mal la curiosité des rares visiteurs, faute de nourriture et d'encadrement. Adéquat, quelques espèces rares ont dû rendre l'âme. Il incombe aux autorités de restituer la faune et la flore de la RDC à travers le zoo. 2 semaines après le moratoire accordé aux entreprises de presse audiovisuelle pour payer les taxes dues à l'État, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a une fois de plus haussé les tons. Elles avaient 2 semaines à partir du 19 septembre, soit se mettre en règle, soit négocier un paiement échelonné auprès de la DGRAD. À ce jour, 25 seulement ont effectué la démarche et de ces lots, 9 ont payé leur acompte. Quant au reste, Trifon Kinkemulumba n'a pas mâché le mot pour dévoiler leur sort. Ni négocier échelonné tombent à partir d'aujourd'hui sous le coup de la loi. Ils doivent savoir qu'à tout moment désormais, les fréquences peuvent leur être retirées. Je note avoir reçu une correspondance du patronat de l'audiovisuel privé qui contestait la taxe de 24 000 $. À ce jour, je note que notre peuple est ahuri que des médias qui réalisent du profit économique refusent à l'État le moyen dont il a besoin pour assurer le développement socio-économique du pays par le biais du programme d'action approuvé par le Parlement. À titre exemplatif, Digital Congo Télévision, RTGA, Numérica, CCTV, Radio Télé 7 figurent parmi les 25 déclarés. Pour rappel, ces entreprises doivent à l'État 1 500 000 $ américains pour l'exercice 2012. Quand certains joueurs congolais réticents à jouer pour l'équipe nationale de la RDC sont sur le point d'aboutir. Il ne reste plus que quelques petits détails, comme l'a annoncé Claude Leroy dans sa conférence de presse. Je pense que Giresse n'a jamais été prêt, mais je vous l'avais déjà dit lors de le dernier point de presse qu'on avait fait ensemble. Il est encore plus prêt maintenant qu'à cette époque-là de rejoindre l'équipe nationale. Au moment où je vous parle, la décision définitive n'est pas prise en ce qui concerne Giresse. Définitive. J'attends dans les 48 heures sa décision pour le match du 14. Pour les réponses définitives sur Moulongoti, qui je pense veut encore réfléchir un peu, même si lui est tout prêt de revenir. C'était non, 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 maintenant c'est j'ai de plus en plus envie de venir vous rejoindre sur Giresse Kimbo et sur Terence Makengo, qui lui c'est pour un autre problème, c'est que c'est pas très très bien de la part d'Auxerre. Ils se sont rendus compte il y a juste 3 jours que son passeport était périmé, et donc pour avoir le visa pour être lundi ici, le délai était trop court, alors qu'il avait pris la décision, Makengo, et ça vous pouvez, de rejoindre l'équipe nationale. Claude Leroy a aussi souligné le fait qu'il ne va pas modifier son équipe du match aller, car a-t-il conclu qu'on ne badine pas à ce niveau de la compétition pour procéder à l'essai des athlètes.